Nous allons faire le point sur les seniors expatriés. Qui sont-ils, les challenges qu'ils rencontrent, les obstacles qu'ils rencontrent, les risques également qu'ils rencontrent, pour ensuite présenter une solution, la solution Olinda Care, avec Olinda Longuepé, qui est la cofondatrice, ou la fondatrice, pardon, d'Olinda Care. Bonjour Linda. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter, si vous souhaitez vous présenter votre parcours, et ensuite on va parler directement de qui sont les seniors expatriés. Oui, donc Olinda Longuepé. Alors en effet, j'ai fondé le dispositif Olinda Care, donc, qui est un pôle longévité pour les seniors expatriés à l'international. J'ai également fondé un dispositif de viager, Viager Care, donc, qui est uniquement de l'activité viager, le suivi de la longévité, mais pour les seniors en France, notamment par Île-de-France. Ça fait 15 ans que je travaille donc, dans le domaine des seniors, 15 ans d'expérience dans le viager et le montage de fonds d'investissement pour le compte de caisse de retraite de mutuelle, qui étaient également mes acheteurs institutionnels pour le viager. Mais j'ai également avant fondé un réseau national de viagers avec des associés. C'était du viager de gré à gré. Donc tout ça m'a amené à 15 ans d'expérience dans ce domaine. Auparavant, écoutez, j'ai travaillé 4 ans au ministère des Affaires étrangères lorsque j'ai commencé à travailler dans les années 80. Et ensuite, un petit peu dans le milieu médical hospitalier, 8 années dans l'industrie, 3 années de congé parental à la naissance de mon fils. Et de là, j'ai pensé en 2004-2005 à l'idée je me suis intéressée à l'expatriation des seniors, la retraite des seniors au Portugal. J'étais partie sur une idée de monter un dispositif pour accompagner notamment les seniors portugais qui retournaient au Portugal après une phase d'immigration en France. Bon, j'ai vu que c'était soit trop tôt ou que c'était pas prêt ou que c'était personnes qui avaient déjà construit leur logement sur place, ce qui est le cas de ma famille également. Et donc, je m'étais un petit peu trompée de cible. Donc, j'ai abandonné cette idée-là. Et de là, je me suis orientée dans un cursus immobilier pendant un an. Et j'ai découvert le viager. Ça m'a passionnée. J'y ai trouvé un intérêt. Et de là, j'ai perfectionné, si vous voulez, mon cursus dans le sens du viager. Ce qui m'a permis également, durant ces 15 années, d'animer des conférences sur le sujet du viager, de la longévité, de la retraite auprès de fédérations nationales de retraités et de syndicats également, et également auprès d'administrateurs d'institutions de prévoyance et institutions publiques. Et j'ai également fait un mémoire, réalisé un mémoire sur le vieillissement avec une partie de viager et de comment on finance sa perte d'autonomie à domicile et la dépendance future. Voilà. Donc, dans cette émission, on va parler des seniors expatriés. Quand on parle des seniors expatriés, on parle de qui? Bonne question. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'on a plus de 14 700 000 personnes qui sont pensionnées, hein. Ce sont les statistiques de la CNAV. De là, on a presque 10% de seniors qui se sont expatriés. Sur ces 10%, il y a des personnes qui ont travaillé en France et qui sont reparties dans leur pays, si vous voulez, d'origine, si je puis dire, pour s'y installer à nouveau. Mais il y a également un phénomène important qui s'est développé, qui a commencé à se développer en 2012-2013. Ce sont des personnes, des Français qui ont toujours vécu en France, qui ont travaillé en France et qui, à un moment, se sont lancés dans l'expatriation. Et ça, vous le savez, Frédéric, parce qu'on en a beaucoup parlé. Ce qui a amené ce phénomène, c'est les conventions fiscales, hein, qui ont commencé à se signer ces 10 dernières années entre plusieurs pays, ce qui permettait d'alléger la fiscalité, d'éviter une double imposition. Et comme on est dans une génération de seniors un peu plus mobile que la génération que je peux rencontrer dans le viager, qui ont 80, 85 ans, c'est des personnes qui, au bout d'un moment, quand elles arrivent à la retraite, elles se disent pourquoi pas, on est en pleine forme, en couple, on a travaillé, on perçoit notre pension de retraite, on va vivre au soleil avec des revenus encore assez confortables et en ayant un niveau de vie moins élevé dans un pays d'accueil et de profiter pleinement de la vie, quoi. Les raisons pour l'expatriation, la principale, enfin, les deux principales raisons, c'est quoi? Il y a le niveau de vie, j'imagine. Il y a le niveau de vie, c'est la fiscalité, mais pour moi, c'est un faux débat, la fiscalité, parce qu'à un moment, et on va en parler,
on s'expatrie pour une fiscalité, mais à un moment, on se retrouve avec des problèmes. Mais ça, on va en parler sur la santé. Hein, voilà, donc non, ils s'expatrient parce que voilà, ils sont digitalisés, donc ils peuvent rester en contact avec les enfants, les petits-enfants, tout en étant à distance. Et puis, ils ont envie de profiter, quoi. Voilà, donc ils se disent, c'est à 2 heures, 2h30 d'avion, par exemple, s'ils s'expatrient au Portugal ou en Espagne ou en Italie, ils ne sont pas très loin, ils peuvent revenir en France régulièrement. Et ils ont envie tout simplement de changer de vie et puis de climat et de trouver aussi un apaisement mental quand ils ne sont plus forcément bien dans la région où ils vivent en France, par exemple. Ça arrive, hein, il y a plusieurs facteurs, hein, je les ai rencontrés hein, sur place, à l'étranger. Il y a plusieurs raisons. Voilà. Et ce n'est pas que fiscal, mais c'est aussi de profiter de la lumière, on va dire. Voilà. Quand on imagine en 10 ans, je m'expatrie, ou alors on imagine que je sois plus âgé, je Oui. m'expatrie, quelles sont les principales conséquences de cette expatriation? Alors, quand on s'expatrie, c'est ce que j'explique souvent, quand on a travaillé toute sa vie en France, vous le savez bien, puisque vous connaissez bien la thématique des seniors, c'est votre expertise, on perçoit sa pension de retraite en France, d'accord, on est pensionné, et on a ce que l'on appelle un statut d'allocataire, donc on bénéficie des services de droit à l'action sociale de son institution de retraite et de prévoyance. Donc concrètement, on reste en France, on perçoit sa pension et on est suivi si vous voulez, sur sa partie santé, vieillissement en France, d'accord? Parce qu'on a cotisé, on a des prestations qui nous sont proposées pour le suivi de notre longévité en France. Et on bénéficie également en fonction des revenus, ce qu'on appelle l'APA, donc c'est l'allocation de perte d'autonomie en fonction des revenus, je précise. Donc ça veut dire qu'il y a une contribution financière de l'État et de la sécurité sociale qui va prendre une partie en charge en cas de séjour en institution médicalisée. Quand on va en résidence service senior, il y a l'APL, encore une fois, en fonction des revenus. Mais il y a quand même un suivi de tout ça. À partir du moment où on part à l'étranger, on perçoit sa pension de retraite et parfois un peu tardivement, parce que je suis tous les débats de la CNAV et le groupe de travail qui a été créé au Sénat sur le sujet. Donc parfois, il y a des retards dans le versement des pensions, mais quand on s'en va, donc certes, on perçoit sa pension de retraite après des démarches administratives qui sont suivies par les institutions publiques hein, quand même. Donc vous bénéficiez d'une fiscalité de 10 ans avantageuse quand il y a des conventions fiscales qui sont signées entre les pays. Par contre, une fois arrivé sur place, bah, vous perdez tout service de droit à l'action sociale de votre institution de retraite. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'elle ne passe pas les frontières. Et la problématique, elle est là, Frédéric. Donc, ça veut dire que les personnes s'en vont à 62, un couple, par exemple, 60, 65 ans, entre 62 et 64 ans, on va dire, c'est l'âge moyen. Donc, ils s'en vont, ils ont une pension de retraite qui n'est pas trop mal encore, d'accord, parce qu'il y a des pays européens où les pensions de retraite sont 2 à 3 fois plus faibles. Hein, je crois qu'on est d'accord sur le sujet. Et donc, ils ont un avantage fiscal et puis à un moment donné, bah, ils sont obligés, si vous voulez, la prise en charge de leur santé, de leur longévité, bah, ça va leur coûter plein pot tout seul. C'est ça le problème. Il n'y a pas de relais, donc ils s'installent en pays d'accueil. Donc, s'inscrivent soit au registre consulaire ou vont démarcher des ambassades, des consulats, etc., pour dire je suis là, j'existe, donner des certificats d'existence de vie, etc. Mais il n'y aura aucun suivi concernant leur longévité à l'étranger. Et c'est là la problématique auquel les seniors commencent déjà à être confrontés, je l'ai vu, et vont être confrontés dans les années à venir. Donc, à la limite, si je vous suis, c'est intéressant peut-être de s'expatrier, mais tant qu'on est en bonne forme. Tant qu'on est en bonne forme, maintenant, il y a des personnes qui voudraient s'expatrier et rester plus longtemps. Mais comme il n'y a pas de solution en face, parce que le français est habitué au service, hein. On est un pays où on a été habitué à des services. Oui, puis aménagement de la maison avec des aides. Exactement, exactement. Voilà. Donc, il y a, si vous voulez, cette logique de mutualité en France. Il y a des pays, par exemple, moi, je suis née en France, mais ma famille est au Portugal. La logique de la mutualité au Portugal, on ne l'a pas. C'est les mutuelles, la prise en charge médicale, là-bas, ce n'est pas quelque chose qui est ancré dans les mentalités. Mais le français, lui, a cette logique forte de mutualité, de prise en charge et de suivi de sa personne. Donc, quand il s'en va, quand il s'installe en pays d'accueil, bah, à un moment, il a besoin aussi d'avoir ces services, ces continuités-là, si vous voulez. Donc, il est demandeur de ça.
Alors oui, on s'expatrie quand on est en forme, mais simplement à un moment donné, Frédéric, il y a un accident de santé qui peut vous frapper, on ne s'en rend pas compte. J'ai toutes les statistiques là-dessus, hein, c'est de l'actuariat pur. Et bah, quand on n'a pas anticipé ou quand il n'y a pas de solution de prise en charge sur place, bah, c'est des situations de panique qui vont être gérées, quoi. Donc, Par rapport à ces challenges, comment est-ce que les seniors font? Ils reviennent, ils restent sur place, ils s'arrangent autrement. Enfin, comment est-ce qu'ils font? Ou est-ce qu'ils reviennent en France, vu les difficultés c'est qu'ils une bonne rencontrent? question. Alors, quand ils ont des soucis de santé importants, ils reviennent en France pour se soigner, mais pas tous, parce qu'il y a quand même il y a des bons hôpitaux dans des pays. Il suffit de savoir les répertorier. C'est là le problème, c'est que parfois ils recherchent parce qu'il n'y a rien de répertorié ou bon, ils arrivent sur place, ils se débrouillent par Facebook, communiquer entre eux pour trouver les solutions. D'accord? Donc, soit ils reviennent en France, ou alors ils restent sur place tant qu'ils peuvent. Ou alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui, j'en ai parlé avec des ambassadeurs dans des pays d'expatriation, bah, ils vont démarcher ces institutions publiques, donc les consulats et les ambassades notamment. Mais ce n'est pas leur métier de gérer la Ah oui, c'est ce que j'allais longévité. dire. Oui, j'allais dire. Oui, Frédéric, c'est Oui, pour ça que j'ai monté ça, c'est pour intervenir j'imagine dans ce l'accueil du sens-là. consulat, il va se dire, oh là là, C'est qu'est-ce qui ça. m'arrive? Qu'est-ce qui Donc, m'arrive? ils démarchent des consulats, des ambassades, des fédérations, des associations d'expatriés, d'accord, qui font un maximum, bien entendu, pour les informer du côté juridique des retraites, etc. Mais c'est un métier, quoi, le vieillissement. Je veux dire, vous êtes d'accord, ça ne se fait pas comme ça. Il faut quand même connaître ça. Ah Moi, oui. voilà, moi, j'ai 15 ans derrière moi d'études sur le sujet pour savoir que même si on s'en va, même si on sollicite des organismes publics, c'est pas leur job. Donc, ces organismes font quoi? Bah, ils vont prendre les demandes en charge, c'est ce que me disent les ambassadeurs. Mais bon, j'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup avec l'ambassadeur du Portugal, parce que c'est le premier pays desservi, comme je vous l'ai dit. Et il m'a dit, écoutez, si vous avez des solutions, ça serait super, parce que nous, c'est pas notre métier. Je veux dire, d'aller chercher des prestataires, on ne sait pas où, comment, à quel tarif. Enfin, Oui, c'est un puis vrai boulot. c'est pas leur métier, puis c'est pas leur priorité. J'imagine qu'ils ont d'autres chats à fouetter, entre guillemets, hein. On est d'accord, déjà au niveau politique, gérer les relations entre les pays, les conventions qui sont signées entre les pays. Et puis, il faut savoir quand même, et c'est là où le senior qui s'expatrie doit être conscient de ça, c'est que les seniors qui sont dans leur pays d'origine, qui ont cotisé toute leur vie dans leur pays d'origine, ont des droits de priorité en maison de retraite ou en EHPAD. Bien Donc, on sûr, ne logique. passera pas, bah, voilà, comme nous Enfin, en logique, France. je pense que c'est logique, voilà, on va dire ça Bah, comme ça. c'est comme nous on le fait aussi en France, je pense, dans la logique. Donc c'est vrai que quand on est une personne qui s'installe en pays d'accueil, bah, on n'a pas des droits de priorité. Donc pour avoir une certitude d'être suivi dans sa longévité et d'avoir, pourquoi pas, des places réservées à l'avance, etc., il faut une structure dédiée à ça. Parce que ce n'est pas les consulats, les ministères, les ambassades qui vont le gérer. C'est un métier, ce n'est pas leur boulot, quoi. Donc là, on a fait un petit tour des challenges, Ouais. des problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Est-ce Mhm. qu'on peut lister les risques qui attendent les seniors expatriés actuels ou futurs? Ouais. Alors moi, j'ai regardé, parce que c'est de l'actuariat. Bon, l'actuariat, j'y ai été fortement sensibilisée en structurant des fonds d'investissement pour des caisses de retraite, des mutuelles, parce qu'on travaille sur des tables de mortalité, des probabilités de l'actuariat, d'accord, sur des espérances de vie pour le viager. Aujourd'hui, les personnes qui sont expatriées, par exemple, en 2012, ça a commencé un petit peu, on va dire, au Portugal, en Espagne aussi. Euh, Ça fait 10 ans qu'elles se sont expatriées, on va dire. Elles avaient 62, 65 ans. Donc, le premier aléa de santé important, ce sont des documents, des revues médicales que j'ai lues propres aux seniors, hein. Donc, je ne suis pas médecin, on est d'accord, mais les statistiques se rejoignent quand même de ce que j'ai constaté. 73, 74 ans, c'est le premier accident de santé sérieux qui peut arriver, genre un AVC, une alerte vasculaire, ou bon, il y a des, surtout pour les hommes, ça touche beaucoup les hommes. Comme les femmes sont plus jeunes en moyenne, elles vont être confrontées à des problèmes plus tôt. Donc, ces personnes, dans les 4-5 ans à venir, il va y avoir des problématiques de santé importantes. Et comme ils se sont expatriés en masse, que ce soit Portugal, en Espagne ou dans un autre pays d'expatriation, il y a, si vous voulez, il y a un pic à un moment de Ah oui, ben, il y a santé une vague, oui, problématique. oui, Voilà, oui, il y a une oui, il y a vague, une vague qui Frédéric, arrive. qui va Il arriver. y a une vague de Voilà, problèmes liés aux seniors expatriés. Oui. voilà. Et donc, j'ai pris, si vous voulez, sur une chronologie de vie de 60-62 ans,
jusqu'à 30 ans parce qu'on vit 28 à 30 ans à sa retraite. Donc, moi, le process, il prend sur 30 ans de vie, d'accord, dont une grosse partie à expatriation ou jusqu'à la fin au décès en pays d'installation, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas revenir aussi, hein, qui veulent rester là-bas. Donc, si vous voulez, dans les 4-5 ans, il y a ce pic santé qui va commencer à jouer. Dans les 8 ans, sur les 8 ans à venir, vous avez un pic de veuvage important qui va arriver. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai étudié toutes les statistiques de la CNAV, d'accord? Parce que là, c'est la retraite de base, donc on sait que c'est le minimum. On a une certitude du nombre de pensions de retraite versées. Passé 75 ans, entre, si vous voulez, les hommes et les femmes, ça s'équilibre encore quand ils entrent à la retraite, d'accord? On est sur du 55% pour les femmes, 45% pour les hommes. On est quasiment sur du 50-50 en nombre de versements de pension. Passé 75 ans, on voit que pour les hommes, ça commence à chuter. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des situations de décès pour les hommes. Et le nombre de pensions versées après 78 ans pour les hommes, c'est là où je vois la chute importante. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la femme se retrouve seule, veuve et seule, exactement. si elle n'a pas d'amis, veuve et seule dans le pays d'expatriation. C'est ça. Donc, ça veut dire que vous avez une forte... il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver dans les 5-8 ans à venir en ayant un accident de santé ou pas, mais il y aura des accidents de santé dans le couple, d'accord? Il y aura un moment une perte d'autonomie pour l'un ou pour l'autre des conjoints. Et vous allez avoir dans les 5-8 ans à venir des femmes qui vont se retrouver seules à des milliers de kilomètres des enfants, des petits-enfants, et qui vont devoir gérer une situation en urgence. Et j'en ai déjà vu, Frédéric, à l'étranger. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils se soutiennent entre eux, d'accord, entre seniors, par exemple, français expatriés, par exemple, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur le Portugal déjà pour une étude de marché. Ils vont s'épauler entre eux, ils font appel aux fédérations, ils ont fait appel aux consulats, aux ambassades, sauf que là-bas, ils vont charger quoi de rapatrier, faire sortir le corps d'un pays pour revenir en France, mais le reste, il n'y a plus rien. Ou alors, il y a des personnes qui veulent, où le conjoint dit non, moi, je veux rester finalement, je veux être enterré au Portugal parce que ça arrive. Et puis, vous avez l'épouse qui se retrouve à gérer tout ça, quoi. Et qui se retrouve aussi à gérer, Frédéric, déjà ça en fragilité psychologique. Et ça, j'en ai vu beaucoup dans le viager, des situations de veuvage. Donc, c'est pour ça que je peux en parler avec certitude de ça. Situation, donc fragilité psychologique, une baisse de revenus, pension de réversion. Donc, il y a une baisse de revenus. Et les veuvages, parce que j'appelle ça le veuvage. Alors, c'est vrai que les assureurs vont vous dire du décès. Mais comme moi, je l'ai constaté que les hommes, bien souvent, décèdent avant madame, c'est pour ça que je parle d'une situation de veuvage, parce que moi, l'objectif, c'est de protéger la femme, d'accord, aussi bien dans les revenus que dans sa fragilité. Parce que quand elle se retrouve dans ces situations, à l'étranger, loin des enfants, qui, le temps qu'ils viennent gérer, etc., c'est la galère pour tout le monde, elle signe des papiers qu'il ne faut pas. Par exemple, dans la vente d'un bien immobilier, si elle veut le revendre, c'est compliqué, parce qu'il faut gérer seule la vente de son bien immobilier pour revenir s'installer, par exemple, en France, gérer le décès de son mari et un enterrement en France, etc., c'est pas facile. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans sa tête et sans soutien de gens experts autour. D'accord? Et la famille, c'est les allers-retours, tout en travaillant, en ayant des enfants étudiants qui font des allers-retours en avion pour gérer tout ça. Parce que, en fin de compte, le problème quand on s'expatrie, c'est qu'on se retrouve au pied du mur, mais pas dans l'anticipation des aléas. Oui, mais c'est pas, en fait, j'imagine quand on s'expatrie, on ne pense pas à toutes les galères qui vont arriver. Non. On ne pense pas, en plus, il y aura des sujets tabous. On ne va pas penser, voilà, si tu décèdes, qu'est-ce qui arrive pour moi et comment je vais gérer l'appartement. Ils en parlent, Frédéric, mais on se croit toujours à l'abri de tout. C'est la nature humaine. Hein. On se croit, on se dit non, c'est pas pour nous tout de suite. Sauf que ça, c'est des choses de la vie qui arrivent, on s'y attend pas. Il y a l'heure est là, la date aussi. Le jour où ça doit arriver, ça arrive. Et c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, il faut voir quand même, c'est que je peux comprendre ça, parce qu'il n'y a aucune solution actuellement de créer pour ça, parce que c'est un phénomène nouveau, l'expatriation des seniors. Avant, c'était plutôt les salariés, les actifs des grands groupes, des grandes entreprises, etc. Il y a toute une prise en charge qui est faite par la structure, par l'entreprise. Mais les seniors, c'est une nouvelle génération, quoi, aujourd'hui, qui bouge.
C'était pas hier comme ça. Quand on parle du Portugal, moi, en fait, on sait qu'en fait, il y a eu des changements dans les avantages que les Français Oui. expatriés avaient. Il y a aussi une instabilité fiscale. Alors, une instabilité fiscale. Alors, moi, je ne me suis pas penchée à fond sur le sujet de la fiscalité. Il y a des avocats, des cabinets qui font ça très bien et des agents immobiliers qui connaissent bien ça. Avant, c'est vrai qu'on évitait cette double imposition quand on avait le statut de RNH, d'accord, de résident non habituel. Maintenant, j'ai vu en effet qu'il y avait, je crois, c'est 5 ou 10%. Je voulais vérifier ça ce matin avant l'entretien. Il me semble que maintenant, il y a une petite imposition qui se fait. Mais quand on voit que le niveau de vie, enfin, les choses sont 2 fois moins chères qu'en France, même s'il y a une petite imposition, Frédéric, quand Ça on a reste, ouais. 3 000 ou 4 000 € de retraite, ça va, quoi. Ça se vit Donc, bien, on va dire. donc pour faire face à tous ces enjeux, vous avez un projet qui s'appelle Olinda Care. Oui. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors, Olinda Care, donc c'est un pôle, c'est le pôle retraite et longévité pour les seniors expatriés à l'international, donc dans plusieurs pays. Portugal, premier pays desservi. Donc, ça regroupe, si vous voulez, pour moi, les 3 services essentiels pour prendre en charge la longévité dans sa globalité. Ça veut dire qu'il y a un service immobilier mutualiste. Pourquoi l'immobilier? Tout simplement parce que, et ça, je l'ai vu, si vous voulez, sur 15 ans de cursus dans le viager, d'accord? À un moment donné, le patrimoine immobilier ou la vente d'un bien immobilier, on se pose la question quand il y a des aléas qui arrivent, c'est-à-dire la santé, quand on a un problème de santé, ou quand à un moment, on est obligé de partir en maison de retraite ou en EHPAD. Vous n'imaginez pas, Frédéric, le nombre d'appels que j'ai pu avoir, même des personnes qui n'ont pas, par exemple, voulu vendre en viager, mais qui m'ont contacté par la suite, notamment les enfants, pour me dire est-ce que vous pouvez prendre en charge la vente du bien immobilier parce que nous, on a besoin de le vendre pour financer l'institution médicalisée de nos parents, parce qu'il y a une obligation alimentaire, Frédéric. Hein, les enfants payent pour les parents s'ils ne peuvent pas payer. D'accord? Donc, il y a ce service immobilier qui comprend du départ de France, donc la vente du bien immobilier en France, la vente du bien immobilier en pays d'accueil. Et ce service immobilier mutualiste va suivre le senior toute sa vie durant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il aura un aléa important qui l'amènera à devoir revendre son bien immobilier, même en pays d'accueil, il y a une prise en charge qui est faite parce qu'elle fait partie, si vous voulez, du service mutualiste dans sa globalité, quoi, sur le suivi du vieillissement. D'accord. Euh, Pourquoi est-ce que vous le qualifiez de mutualiste, que je comprenne bien? Alors, mutualiste, parce que moi, je reste dans une logique assurantielle dans tout ça, bien entendu. D'accord. Voilà, c'est une logique assurantielle. Et quand je dis mutualiste, c'est parce que je connais bien la cible des seniors, parce que je suis formatrice pour des groupes immobiliers, syndicats immobiliers sur le viager et le thème du senior. D'accord? Il y a une approche commerciale différente à avoir envers les seniors, et notamment quand il y a des situations de fragilité. Et moi, je forme aujourd'hui les agents immobiliers dans ce sens-là. Je leur explique quand ils vont voir un client âgé sur une vente à un moment donné dans une situation de fragilité, il y a des approches à avoir. Donc, c'est vrai que j'emploie ce terme de mutualiste, vous avez raison, parce que je suis plutôt dans cette logique de protection et de D'accord. prévoyance. Voilà, c'est D'accord. l'approche commerciale. Et donc, dans ce service immobilier, bien entendu, aujourd'hui, j'ai les partenaires pour pouvoir distribuer le service immobilier dans plusieurs pays, d'accord? Il y a un cahier des charges, il y a une formation avec une ligne conductrice à tenir sur l'approche que l'on doit avoir avec les seniors et tout un suivi derrière, d'accord? D'accord. Donc, c'est un pôle immobilier un petit peu différent. Évidemment, il y a toute la partie immobilière propre à chaque pays avec les propres règles, les propres lois, mais il y a l'approche commerciale senior auquel j'interviens et j'insiste pour garder ça. Maintenant, il y a le service financier, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on voit beaucoup de structures créer des services pour les seniors. On le voit, la Silver Economy, dont j'ai été membre, j'ai travaillé dans 2 ateliers à la Silver Economy en 2013 sur l'aménagement d'habitat et comment le financer. Aujourd'hui, on crée plein de services pour les seniors, mais il n'y a rien qui est donné en solution pour comment pouvoir accéder à ces services. Donc, on ne propose pas de solution pour pouvoir financer l'accès aux services. D'accord? Donc, moi, j'ai pensé à tout un circuit financier. C'est pour ça que ça part du départ de France. C'est quand il y a des mouvements immobiliers, il y a toujours du cash qui est généré. Ça, c'est le recul du viager qui le dit. D'accord? Donc, il y a du cash qui est généré. Donc, cet argent est placé dans une institution de prévoyance partenaire
qui permet aux seniors justement d'avoir ce levier financier pour pouvoir se payer sa santé et sa longévité à l'étranger. Donc, ça impacte moins sur les pensions de retraite, on va dire. D'accord. Financer la santé, on comprend. Quand on dit financer la longévité, on finance quoi quand on dit financer la longévité? Alors, moi, je parlais de la dépendance des institutions médicalisées, Frédéric, par exemple, les maisons de retraite ou même des résidences-services seniors, parce qu'ils vont les payer plein pot à l'étranger. Il n'y aura pas d'aide financière de quoi que ce soit. Donc, ils vont tout payer de leur poche, quoi. Donc, si vous voulez, d'avoir ce circuit financier qui permet de placer de l'argent, permet de financer son vieillissement et sa retraite plus sereinement à l'étranger, quoi. Voilà, ça va éviter d'impacter sur des pensions de retraite. D'accord, parce que concrètement, un senior expatrié ne touchera pas l'APA, bien évidemment. Complètement. Il perd tout droit, vous le savez bien, aux aides de l'État en France. Et dans le pays d'accueil, les aides, il n'y en a pas. Il y en a pour les personnes qui sont issues du pays et qui ont cotisé auprès de leur caisse de retraite. Mais quand on s'expatrie, on n'a plus rien, sauf sa pension de retraite et une fiscalité avantageuse. Mais quand on s'y retrouve entre ce que ça va coûter avec sa dépendance à l'étranger et ce qu'on gagne en impôts annuellement, bon. Voilà. J'allais blaguer à vous écouter. Si moi je m'expatrie, il faut que je fasse du sport, que je mange correctement, 5 fruits et légumes pour être en forme. Ouais, alors, ou alors que je prenne votre service aussi. Ça aussi. Il est dit que quand on part vivre au soleil, on a 2 ans d'espérance de vie en plus. Vitamine mais D. est-ce que c'est des 2 ans? Alors, je blaguer, mais est-ce que c'est 2 ans d'espérance de vie en bonne santé? Parce que si c'est 2 ans d'espérance de vie après les problèmes, oula, si j'ai pas votre service, je suis mal. Quand on vit au soleil, à la lumière, et quand on a allégé, quand on travaille plus, bon, ça impacte quand même beaucoup, vous le savez bien. Il faut savoir qu'entre le physiologique et le psychologique, il y a 10 ans d'écart, c'est-à-dire qu'on est plus jeune de 10 ans dans sa tête, d'après ce que j'ai vu dans les revues actuarielles et médicales, que le corps. Donc, c'est le corps qui va vous rattraper sur les alertes santé parce que vous, dans votre tête, vous avez toujours 10 ans de moins. Donc... Mais c'est vrai que je comprends qu'on est, on est peut-être plus souriant avec le soleil de Lisbonne ça change. Que la pluie d'Hanovre. Enfin, j'ai rien contre Hanovre, mais quand même, ceux qui connaissent. Mais ça change quand même un peu. Mais c'est l'aléa qui rattrape les choses. Voilà. Le troisième service, c'est le service vieillissement. Alors oui, j'ai appelé ça le service vieillissement. Donc ça regroupe, si vous voulez, les prestations santé. Alors pourquoi j'ai pensé à ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai constaté, en ayant démarché des institutions, consulats, ambassades et les fédérations, les associations expatriées, c'est que les personnes, elles arrivent et elles cherchent par elles-mêmes. Les seniors soit cherchent par eux-mêmes quand ils ont des problèmes, d'accord? Ils cherchent par eux-mêmes des solutions en individuel. Donc, ça veut dire qu'ils vont payer plein pot en individuel les prestations, ou ils cherchent un moyen, si vous voulez, de centraliser les adresses des établissements de santé et autres. D'accord? Donc, il y a tout un pôle qui est à concevoir et à proposer pour ces seniors à l'expatriation. Tout en sachant que l'avantage de ça, dans ce service santé, vieillissement, qui a également les solutions de maisons de retraite et d'EHPAD en pays d'accueil, parce qu'il y a un quota de chambres d'EHPAD, par exemple, réservé à l'avance, ça fait partie évidemment des prestations assurantielles. Quand vous payez tout seul à titre individuel, vous le payez plein pot, d'accord? À partir du moment où on mutualise les services, il y a des coûts mutualisés, donc forcément, les coûts sont moins onéreux pour les seniors que s'ils le payent tout seul et en cherchant tout seul sa prestation. Et c'est ça la faille aujourd'hui, c'est qu'il y a, ça manque, et donc les consulats et les ambassades se retrouvent avec ce type de demande sans pouvoir y répondre, parce qu'encore une fois, c'est un métier, il faut connaître. Donc, comment est-ce que les seniors français, enfin les seniors, alors, votre service, il va cibler, il cible les seniors qui vont s'expatrier, ou c'est aussi valable pour les seniors qui sont déjà expatriés? C'est pour les deux, parce qu'il y a déjà des seniors expatriés qui me contactent aujourd'hui pour faire appel au service. Parce qu'aujourd'hui, ils vont bien, mais dans les 4 ans, ça va être… Alors, ils en sont conscients. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà géré eux-mêmes des copains expatriés avec eux.
qui, eux, ont été confrontés à ces Oh, problèmes-là. d'accord, ok, d'accord. Ah bah, c'est sûr, là, Frédéric, C'est c'est le de la premier effet qui se mathématique. coule, hein. D'accord. En Non, plus, mais je ne veux alors pas en être fait, alors j'ai pessimiste, bien mais compris, voilà. j'ai blagué, il faut pas expatrier, faire du sport, bien manger, etc., bien dormir, et en plus partir avec les plus jeunes, hein, je vous le dis, hein. Ouais, alors c'est vrai que je suis un petit peu noire dans le tableau, mais je suis surtout réaliste que Oui, oui, ça va arriver, Frédéric. C'est de oui, oui, je sais. l'actuariat pur, c'est de la mathématique, vous êtes Oui, d'accord. oui, Donc oui, oui, voilà. oui. Donc ça veut dire que c'est pour le futur, ben, les seniors qui vont s'expatrier auront ce service dès le départ de France, d'accord. Et pour les seniors déjà expatriés, auront ce service, si vous voulez, même en cours d'expatriation, parce qu'il est distribué, c'est proposé, donc il sera distribué par les institutions publiques, et donc les ministères, les consulats et les ambassades en pays d'accueil ont D'accord. ce service qui peut être proposé. Voilà, Donc le relais, ils pourront orienter directement les personnes tout à qui fait, poseront les tout à questions fait. directement chez vous. Tous les seniors expatriés pourront en bénéficier, enfin, qui pourront en bénéficier? Alors, c'est les seniors des institutions du privé et du public. Donc c'est Il n'y a tous. pas de, voilà, c'est tous les seniors qui s'expatrient qui ont besoin de ce service, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de seniors, et j'en ai croisé, qui veulent partir, mais qui hésitent parce qu'ils n'ont pas ces services en face. Parce qu'aujourd'hui, Ah il y oui, a, oui, 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 moi, effectivement, si je voulais m'expatrier, j'aurais découvert tout ça, ça me refroidit un peu, hein. bah, c'est-à-dire que moi, mon rôle, c'est de donner de la prise de conscience et Bien sûr. d'anticiper les Ah oui. paramètres. Bah, il faut mieux le faire en Voilà. avance qu'il faut mieux prévoir et être au courant avant de partir que tout décrire. Parce que je suis ça, je fais une petite parenthèse. Là, je suis allé à Abidjan avec une amie. On a rencontré une association d'expatriés. Hum. Voilà, là, là, déjà, alors, l'instabilité du pays, déjà, il commence déjà un petit peu à paniquer Oui, c'est sur ça. sur ce qui va leur tomber sur la figure bientôt. Peut-être, j'espère pas. Mais effectivement, il commence déjà à se poser des questions. C'est ça. Alors après, il y a des pays, c'est vrai, où politiquement, ça peut être un peu compliqué. Les seniors ne veulent pas forcément aller là, mais vous avez aujourd'hui quand même une forte concentration d'expatriation en Europe, notamment Portugal et Espagne. C'est pour ça que j'en ai parlé, parce que c'est représentatif à 53% du nombre de pensionnés expatriés aujourd'hui. D'accord. D'accord? Et vous avez sur les statistiques 41% en Afrique. Ensuite, il y a 3% 3% en Asie, 3% en Amérique. Avec les baby boomers, là, qui sont déjà pas mal à la retraite, en fait, cette génération qui est plus libre, qui avait déjà voyagé, etc., ça a fait augmenter le nombre d'expatriés. Alors aujourd'hui, l'augmentation, elle est de 10% par an en moyenne du nombre de seniors à l'expatriation. Ah, purée. D'accord. Bah, j'ai regardé le nombre de pensionnés et l'évolution, si vous voulez, sur la dernière décennie. D'accord. Il faut quand même voir, Frédéric, que j'ai étudié évidemment toutes les statistiques des tranches d'âge. Vous parlez des boomers que vous connaissez très bien, parce que vous savez que je suis toutes vos conférences et j'achète vos livres sur le sujet. Aujourd'hui, dans les 25 ans à venir, il y a plus de 17 millions de personnes qui auront entre 60 et 69 ans. C'est la dernière génération, si vous voulez, de boomers, d'accord. Donc, les gens nés entre les années 60 et 80. Voilà, c'est sur cette tranche d'âge de 20 ans. Il y en a beaucoup qui vont entrer en âge de retraite, alors soit avec une pension de retraite à 62, 65 ans, je pense qu'on ira vers les 65, hein, c'est même quasiment certain. Et c'est Oui, des générations. donc en fait, il peut y avoir une baisse en fait, du nombre de personnes pendant quelques temps. Parce qu'en fait, on décale l'âge de la retraite, non? Oui, mais ça fait j'ai regardé, on est sur la prochaine décennie à 8,5 millions et l'autre décennie d'après à 8,5 millions. Donc c'est à Ouais, peu près d'accord. équilibré, Frédéric. Avec une progression de 10% par an aujourd'hui, mais il y a une forte quantité de seniors qui ne s'expatrient pas parce qu'il n'y a pas les solutions en face, d'accord? Mais si vous apportez le service qui reste dans la logique du français de mutualité, il y a plus de personnes qui vont s'expatrier. Ça me paraît évident parce que c'est une génération digitalisée, il y a le numérique. Il faut voir que les seniors aujourd'hui, ils sont beaucoup avec les tablettes et les ordinateurs, hein. Ils sont à fond sur Facebook, ils ont WhatsApp, ils ont quand même tout ça. Alors, les générations de demain, pour eux, c'est plus facile de partir, quoi. Et je pense qu'il y aura peut-être aussi moins d'attachement à la pierre. Bon, il y a quand même 76% des Français aujourd'hui sont propriétaires. Il y en a qui vendent leurs biens pour s'expatrier. Ça m'a surpris. J'en ai vu beaucoup qui ont tout vendu en France
pour s'installer dans un pays où ils ne parlaient même pas la langue. Alors ça, moi, je dis bravo, parce que c'est une aventure. Mais ça, on le fait quand on est en couple. Mais dans les 5-6 ans, s'il y en a un qui décède, bah, Ah oui, moins facile, oui. Frédéric. Oui. En plus, il aura fallu, pendant les 5-6 ans, il aura fallu apprendre que la langue soit parlée correctement, parce que sinon, si on se retrouve veuve sans parler la langue locale, plus les problèmes de santé, Alors, bonjour. Hein. bah, merci de le résumer, parce que j'en ai vu beaucoup. Hmm. Et ça, il y en a. Donc, et les institutions vont être confrontées à gérer ces profils-là. Bien sûr. C'est compliqué. Ah oui, les consulats vont être assommés par les demandes au bout d'un moment. Bah, disons que j'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères plusieurs années. J'ai quand même encore des amis sur place. Donc je les ai un peu interrogés. Et moi, je travaille au service expatriation. Je les ai interrogés sur comment ça se passe. Ben, oui, c'est un peu compliqué, quoi. Le premier pays qui est desservi, c'est le Portugal. Oui, c'est ça, Frédéric. C'est le Portugal parce que bon, c'est un pays que je connais bien, étant bilingue. Et c'est aujourd'hui une forte concentration avec la convention fiscale qui a été signée en 2012-2013. Il y en a beaucoup qui sont partis là-bas. C'est à 2 heures de Paris, 2 heures d'avion de France. Donc, c'est là-bas où il y a pour l'instant, il y a un fort potentiel de besoins auxquels il faudra répondre dans les années à venir. Si on veut en savoir plus sur votre service, on fait comment? Alors, c'est sur mon site Olinda Care, OLINDA, care.com. Tout y est D'accord. expliqué. Une conclusion à l'émission? Moi, je dis que s'expatrier, c'est bien. Il faut continuer à profiter de la vie tant qu'on a et la santé, mais il ne faut pas attendre d'être au pied du mur, quoi. Donc, voilà, il faut anticiper ça et surtout être conscient que euh, entre ce que l'on a dans la tête et le corps, eh ben, il y a un décalage et à un moment, on est rattrapé par des événements de la vie. Et les institutions, il faut qu'elles anticipent ces problématiques et faudra apporter des solutions parce qu'elles vont être dépassées, quoi. Super, merci Olinda. Olinda Merci, Longuepy. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Olinda Care. Merci beaucoup. merci Frédéric.